Le nouvel esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission enregistrée en public à bord d'une péniche, la péniche Le Marcounet, qui est amarrée quai de l'Hôtel de Ville, juste en face de l'île Saint-Louis et quasiment au pied du Pont-Marie. Et cette émission, qui sera la dernière en public de la saison, pas la dernière tout court, puisque nous aurons encore 2 émissions d'actualité, la dernière ayant lieu le premier dimanche de juillet, puis ensuite une série d'émissions thématiques selon un usage que nous avions établi, hertziennement parlant, si je puis dire. Nous commencerons par la Russie, puis par la galaxie zadiste, enfin puis la régulation du commerce international. Je devrais dire d'ailleurs le nom de nos invités à chaque fois, mais puisque je n'ai pas dit les premiers, je continue. La politique de santé, l'Italie, les relations entre la Chine et l'Afrique, les questions qui se posent au Yémen et en Arabie Saoudite, l'Inde, et enfin l'Algérie, pour reprendre notre émission début septembre. Je dis reprendre notre émission avec plaisir, puisque nous venons de passer une année pendant laquelle il a fallu franchir un grand nombre d'obstacles. Grâce à Dieu, ils ont tous été franchis, sauf l'un est incomplètement franchi, vous le savez, je vous rebats les oreilles, je vous tympanise avec, c'est la question de notre financement, et par conséquent, grâce à notre site lenouvelespritpublic.fr, vous pouvez non seulement vous-même, mais autour de vous, faire en sorte que notre financement soit assuré. Mais enfin, nous continuons l'année prochaine. Un auditeur m'a écrit, je m'y suis pris trop tard pour m'inscrire à votre émission sur la péniche que vous allez faire ce dimanche. Vous vous souvenez sans doute qu'au début de l'année, je vous avais écrit que le programme qui vous avait succédé sur les ondes hertziennes aurait pu être intitulé Le radeau de la Ménuse. Je vois que Jean-Louis Bourlange sait à quelle Ménuse il s'agit de penser. Et Jean-Louis, quand même. L'auditeur ajoute, votre bateau, votre péniche, ressemblera plutôt à celle que chantait Georges Brassens. Mon Dieu, je prends la chose comme un assez bon résumé de ce qui s'est passé cette année. Les émissions thématiques dont je vous ai parlé seront financièrement soutenues par la compagnie d'assurance MMA, qui à la fois nous aidera financièrement, mais en même temps fera connaître à ses clients et à ses salariés notre émission, ce qui est une excellente chose. Et nous l'en remercions, comme nous remercions, comme c'est le cas maintenant au début de chaque émission, ceux des auditeurs qui nous ont apporté leur soutien financier. Et Béatrice va nommer les premiers d'entre eux, chronologiquement parlant. Alors, nous remercions Tristan Zipfel, Yann Gaston Maté, Alexandre Bélène et Jean-Christophe Niolet. Marc-Olivier Padis. Mes remerciements vont à François-Xavier Roussel, Christine Robineau, Michel Dutilleul et Marie-Élisabeth Lanoire. Jean-Louis Bourlange. Oui, bien, ma gratitude particulière va à Grégory Lamberti, à Martine Guérif, à Thierry Delarue et à Alain Maillard. François Bujon de l'Étang. Et pour ma part, je remercie Isabelle Satre, François Markmann, Pascal Lonjani et Arnaud de Sassy. Je remercie Yves Epner, Cyril Bridier, Philippe Vigeral et Bernard Picard. Et nous allons maintenant, avec ceux que vous venez d'entendre intervenir, essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous commencerons par le match entre la Croatie et le Nigeria. Non. Très bien. Après l'émission, il y aura, selon l'usage, un échange avec vous qui sera enregistré et diffusé sous la forme d'un bada à partir de mercredi prochain. Nous commencerons donc par la crise migratoire. Bien que le maire de Palerme, Leoluca Orlando, ait rapidement offert d'accueillir l'Aquarius et ses 629 occupants, le navire de sauvetage affrété par l'ONG française SOS Méditerranée opérant au large de la Libye s'est vu interdire l'accès aux côtes italiennes et maltaises. Le nouveau ministre de l'Intérieur italien, issu de la Ligue, Matteo Salvini, s'est montré inflexible, accusant les Européens d'avoir laissé l'Italie seule face à la crise migratoire. Son pays a vu débarquer sur ses côtes depuis 2013 plus de 700 000 migrants, dont son gouvernement se propose de renvoyer le tiers dans leur pays d'origine. C'est vers le port espagnol de Valence que s'est dirigé l'Aquarius,
Pedro Sanchez, le chef du gouvernement de l'Espagne, ayant déclaré, je cite, « Il est de notre obligation d'aider à éviter une catastrophe humanitaire et d'offrir un port sûr à ces personnes ». Son ministre des Affaires étrangères, Josep Borrell, n'en a pas moins fait écho aux propos de Matteo Salvini et regretté, je cite, qu'il n'y a pas eu jusqu'à présent beaucoup de solidarité de la part des autres pays européens. En France, les dirigeants nationalistes corses avaient proposé de recevoir le navire en détresse, mais le gouvernement leur avait rappelé que cette décision ne leur incombait pas. Après qu'Emmanuel Macron a fustigé, je cite, le cynisme et l'irresponsabilité du nouveau gouvernement italien, la rencontre entre le président français et le président du Conseil de la péninsule s'est conclue par un communiqué apaisé faisant état d'un accord sur les questions migratoires et sur la réforme de la zone euro. Le Premier ministre hongrois Viktor Orbán, porte-étendard des pays européens opposés à l'accueil des migrants, a apporté son total soutien à l'Italie, exprimant son soulagement de voir les frontières maritimes de l'Union enfin protégées. En Allemagne, c'est le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, opposé à Angela Merkel, qui a rejoint ses homologues italiens et autrichiens dans un axe des volontaires censé s'attaquer à l'immigration. Sur cette question, Béatrice Gibelin. Oui, cette question de l'Aquarius a mis vraiment en relief une question majeure qui, à mon sens, va peser très très lourdement, peut-être, sur le devenir de l'UE. On a pensé que ce seraient les fragilités économiques et les fragilités, par exemple, d'un pays comme la Grèce qui mettait en danger l'euro et que c'était ça qui pouvait avoir des conséquences sévères pour l'Europe. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est tout à fait une autre question. Et que la question des migrants est une question qui génère des réactions dans une partie de la population des États européens à l'opposé des valeurs qui sont à l'origine, normalement, de la constitution de l'Europe. De la solidarité, j'allais dire une forme de respect des libertés, respect de la démocratie, et on a des réactions absolument à l'opposé de ça. Cette question est donc, à mes yeux, absolument centrale. À la fois, il y a un sentiment, j'allais dire, de mal-être en disant, mais enfin, ces gens, on doit les secourir, on ne peut pas les laisser en mer comme ça, des femmes, des enfants, quel égoïsme, moralement, c'est insupportable. Oui, c'est vrai. Par ailleurs, quand on y réfléchit un peu, et je sais que je vais choquer peut-être certains d'entre vous, mais c'est quand même à dire, les passeurs libyens savent parfaitement jouer de cela. D'une part, celui qui accepte de prendre le commandement du bateau, eh ben lui, il a le passage gratuit. On lui confie un téléphone satellite de façon à ce qu'il puisse rapidement contacter les secours en mer une fois qu'ils seront dans les zones internationales. Et il faut y mettre des femmes et des enfants, parce que sans femmes et sans enfants, les choses sont encore beaucoup plus difficiles. C'est-à-dire que chacun sait le rôle qu'il joue dans cette affaire. Je sais que je le dis de façon provocatrice peut-être, mais on est là aussi pour en débattre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas apporter secours à ces gens. Je dis simplement qu'il y a effectivement un business extrêmement lucratif de la part d'un certain nombre de passeurs tunisiens ou libyens. Ils ne sont pas seulement libyens. Mais il faut y aller, mais il faut le faire, c'est incontestable. Il est incontestable aussi qu'une fois que le bateau a récupéré les naufragés, il les dépose sur le port et il repart en chercher d'autres. Ce qui pose des problèmes importants, on l'a dit, 700 000 migrants arrivés en Italie. Ils sont arrivés pas depuis très longtemps, parce qu'avant c'était la route des Balkans, qui a été fermée, vous le savez. Et l'accord passé par Angela Merkel, sans discuter avec les collègues européens, avec la Turquie, pour, en échange d'argent, garder les migrants sur la Turquie, a calmé une arrivée massive. Et donc il a fallu changer de route, parce que le besoin d'émigrer et de venir se réfugier est extrêmement présent. Et qu'est-ce qu'on voit ? Parce qu'on a beaucoup critiqué, et sans doute à juste titre, l'attitude de la France, qui n'a rien dit, puisque ça s'est passé le dimanche et il n'y a eu une réaction que le mardi. 48 heures, ça fait quand même un peu beaucoup. Les nationalistes corses en ont bien évidemment profité. Ils savaient très bien qu'ils n'accueilleraient absolument pas le bateau. Ils auraient été bien embêtés si on leur avait dit « Tiens, vous pouvez... Oui, c'est une très bonne idée, prenez-le. » Parce que quand on voit le nombre de descriptions en Corse sur Arabi Fora ou Franceschi Fora,
pas sûr qu'on ait un enthousiasme fou à accueillir les réfugiés. Mais les coûts médiatiques sont toujours importants et dans le rapport de force politique, c'est à jouer. Puis se donner une bonne image de soi, c'est toujours utile. Ceci étant, qu'est-ce qui explique qu'on soit aussi frileux ? Eh bien, je pense que c'est vraiment la montée des populismes dans nombre de pays européens. Parce que si Viktor Orban semble être le chef de tout cela, on a aujourd'hui une majorité de pays européens dans lesquels les mouvements populistes sont ou soit en alliance au gouvernement, ou soit, comme chez nous, représentent des forces politiques qui sont aujourd'hui extrêmement importantes. Alors on peut dire que c'est pas bien, ce qui est vrai, mais la question importante, c'est que fait-on ? Et comment discute-t-on de ça ? Quelle explication peut-on donner ? Car on est dans l'irrationalité la plus totale. Il y a à peu près 5% de la population mondiale qui migre. Ça veut dire qu'il y en a quand même 95% qui restent chez elle. On peut imaginer que dans les temps d'aujourd'hui, c'est à peu près 70 millions de gens qui se déplacent et qui émigrent, dont beaucoup du sud au sud, et pour une part du sud au nord, bien sûr. Et elle est en train de grandir du sud vers le nord. Et plus le niveau va monter dans la formation des pays en particulier du continent africain, plus sans doute l'exil va être important pour aspirer à une meilleure vie. Mais ça reste des chiffres petits. Ça reste des chiffres qu'on peut parfaitement, de mon point de vue, réussir à intégrer. Encore faut-il qu'il y ait tout un travail qui soit fait d'explication et j'allais dire de mise en perspective de ce que peut apporter ces migrations et non pas les voir, comme on les a toujours vues, quelle que soit leur origine, comme étant un autre menaçant. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est un problème extrêmement sérieux. Je l'aborderai sous un angle assez spécifique, qui est l'angle européen. Je crois que, d'abord, c'est une erreur de dire que la crise migratoire est la conséquence d'une crise de l'Europe. En fait, elle se serait produite dans des termes aussi dramatiques avec ou sans Union européenne. Et cela pour une raison simple, c'est que dans ce domaine-là, l'Union européenne n'existe pas. Je veux dire que les accords de Dublin, c'est la formalisation de l'absence de solidarité des États européens sur les questions migratoires. Quant au moment de la négociation du traité constitutionnel européen repris par le traité de Lisbonne, nous avons fait prévaloir, nous, l'exception culturelle. Les Allemands ont tenu à faire prévaloir l'exception de leur politique d'asile et de migration, en disant que ça doit rester fondamentalement du domaine des États membres. Donc, le gouvernement italien actuel est quand même le dernier. Autant Renzi et l'ancien gouvernement et M. Gentiloni étaient fondés à se plaindre de l'absence de solidarité des Européens, autant le gouvernement italien actuel ne l'est pas, puisqu'il n'a jamais, je crédite M. Conte de vouloir faire évoluer favorablement cette situation, mais il n'a jamais plaidé pour le développement d'une politique européenne de solidarité en matière de migration. Ils ont simplement dit non. Or là, nous sommes en face d'une situation très précise, c'est qu'il y a un certain nombre d'États européens, et désormais l'État italien, qui ont décidé de s'affranchir de conventions internationales qui n'ont... Je comprends très bien, la situation migratoire est infiniment plus complexe qu'elle n'était, ça appelle certainement des modifications d'attitude, mais c'est ça le problème. On avait des engagements, la Convention de Genève, tout un ensemble de choses qui faisaient qu'on était obligé d'accueillir sur le territoire des migrants. Et de ce point de vue-là, Dublin ne faisait que confirmer cette situation qui fait que l'Italie est géopolitiquement assez effectivement offerte comme État du premier accueil aux populations venues, aux migrants venus de Libye. Donc on est... Et il faut bien voir, et je trouve que le président Macron a eu tort, parce qu'on n'est pas très net sur toutes ces questions. On voit ce qui se passe à la frontière alpestre entre l'Italie et la France, a eu tort de faire une leçon de morale aux Italiens, de même qu'il a, à mon avis, tort de faire une leçon de bonne gestion économique aux Allemands. On n'a pas des dossiers tels que nos leçons soient audibles. Mais en revanche, il est quand même tout à fait clair
que si tout le monde faisait comme les Italiens, eh bien, on aurait eu une situation dramatique qui aurait conduit pour ce bateau-là à couler, avec des centaines de morts, il y en a eu beaucoup déjà, et pour les autres, à rester bloqués dans des situations absolument impossibles en Libye. Donc il y avait vraiment un congé pris par rapport à nos engagements internationaux. Mais encore une fois, je crois que ce n'est que secondairement une crise européenne. En revanche, la crise migratoire révèle et aggrave une crise de l'Union européenne. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce que nous avons là, et c'est dans cela que la crise est grave, la manifestation de deux choses simultanées, des choses auxquelles nous sommes habitués, qui sont l'absence de solidarité réelle et l'égoïsme des États. Bon, les États sont égoïstes, ça a toujours été comme ça. C'est pas par hasard que le budget de l'Union européenne représente 1% du PIB européen alors que nos dépenses publiques avoisinent 56%. Si vous demandez à nos compatriotes quelle est la proportion, spontanément ils vous répondraient que l'Europe c'est autant que le budget national. Ils n'ont pas du tout une perception claire du fait que c'est un pâté de cheval national et d'alouette européenne que les budgets actuellement. Donc cette crise de solidarité, elle existe. Elle s'est manifestée par exemple par le refus des quotas. On a diabolisé les quotas en disant c'est un mot affreux, c'est technocratique. Ça n'était rien d'autre qu'un partage justement équitable, consenti entre tous les États et décidé par les autorités politiques et pas arbitrairement par la Commission qui s'était contentée de le proposer. Bon, ça c'est traditionnel. Mais là, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, le second problème, c'est que ça montre que l'Europe n'est pas capable, n'est pas en mesure de gérer des situations de divergence idéologique. Et là, on doit revenir au fondement de la construction européenne. L'Europe telle que l'a voulu Jean Monnet, c'est en fait une Europe qui consistait à rendre explicite et à tirer les conséquences de ce qui semblait à Jean Monnet être des consensus latents, mais qui gagnaient à émerger. L'idée profonde de Jean Monnet, c'est qu'en réalité, les intérêts fondamentaux des peuples européens en matière de paix, en matière de stabilité, en matière de développement économique, étaient convergents. Et que seules les passions démocratiques, comme aurait dit Tocqueville, les préjugés, la surenchère, les vanités nationales, conduisaient à ce que ces intérêts communs soient combattus. Et en réalité, Jean Monnet disait, il faut inventer un système. Or là, nous sommes en face d'un retour en force d'une divergence droite-gauche massive, sans doute d'ailleurs avec un avantage pour la droite, c'est-à-dire la ligne dure, qui est très fort, mais une résistance, à mon avis très légitime, de la gauche et des grands principes humanitaires sur lesquels elle s'est construite. Nous avons une divergence droite-gauche très profonde, et là, les instruments de l'Union européenne ne sont pas faits pour gérer cette divergence, ils sont faits pour exprimer une convergence latente. Donc le vrai problème, au-delà de l'épisode, ce serait de réfléchir, alors ça peut-être qu'on aura un tour second, mais de réfléchir à ce que pourrait être une attitude de réconciliation sur les principes d'une politique à la fois raisonnable et humaine en matière migratoire. Mais là, c'est sur les principes qu'on s'oppose et pas simplement sur des comportements et des procédures. Marc-Olivier Padis. Oui, je suis tout à fait d'accord sur l'idée que la difficulté actuelle de l'Europe, c'est qu'on pensait qu'on était dans un système de convergence spontanée, mais avec cette idée que le rapprochement se ferait de lui-même, notamment par les forces de l'économie et puis l'habitude de discuter entre soi, et qu'on se retrouve dans des situations à la fois pour la gestion de l'euro et pour la gestion de la crise migratoire, de divergences très profondes, idéologiques et des opinions dans les différents pays. Le paradoxe de la crise qu'on est en train de vivre actuellement avec l'Aquarius, c'est qu'en fait, on a l'impression de l'explosion des désaccords à un moment où, en termes de nombre,
Le problème est beaucoup moins aigu qu'il ne l'était il y a 2 ou 3 ans. Puisque Philippe a rappelé les chiffres, on était dans des ordres d'arrivée de 700 000 pour l'Italie en plusieurs années. Tout le monde se souvient que l'Allemagne, en 2015, avait accueilli 900 000 réfugiés. Là, depuis le début de l'année, je n'ai plus les chiffres exacts, mais on est dans l'ordre de dizaines de milliers. Bon. Et là, on est en train de discuter d'une situation d'un bateau de 629 personnes qui veulent débarquer dans un continent de 500 millions de personnes. Ça devrait être quand même gérable. Alors que fait-on effectivement? Béatrice a souligné, disons aussi le business des passeurs et le cynisme est aussi bien sûr largement de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait en réalité? C'est qu'on négocie avec les pays du pourtour méditerranéen, du moins ceux qui ont encore un État capable de gérer une situation. Et donc, ce n'est pas très brillant. On a négocié un accord avec la Turquie pour qu'ils gardent la plupart des personnes qui fuient la Syrie et on donne énormément d'argent à la Turquie pour s'en occuper. Et puis, les Italiens, depuis plusieurs années, ont mené des négociations avec les pouvoirs libyens, si cette chose existe, pour maintenir les gens le plus possible à domicile. Donc, ce n'est pas très brillant comme politique de notre côté, mais il faut dire qu'on a été confronté à cette absence de solidarité qu'à mon avis, les Italiens ont raison de pointer. Et là, je pense que le gouvernement français a fait une erreur d'appréciation. C'est-à-dire que Emmanuel Macron avait bien compris, dès le début de sa campagne électorale, que pour retrouver une voie en Europe, la France devait restaurer la crédibilité de sa position. Et que pour être crédible, elle devait tenir ses engagements, c'est ça le minimum européen. Et donc, du point de vue de l'action économique, c'est ce qu'a fait le gouvernement français, déjà dans la suite de l'action de François Hollande. Et du coup, la France est sortie de la procédure de surveillance qui était engagée à Bruxelles pour déficit excessif. Du coup, les propositions d'Emmanuel Macron sur l'Europe, sur la gestion de la zone euro, sur le besoin d'investissement, ont été beaucoup mieux reçues à Berlin, qui voit que la France fait des efforts de réforme. Mais là où Emmanuel Macron a manqué de vigilance, c'est qu'il n'a pas fait garde, il n'a pas pris garde au fait que la France avait d'autres engagements, et notamment sur cette question des migrants, puisque dans le mécanisme de relocalisation qui a été improvisé par la Commission européenne, la France devait accueillir 19 714 réfugiés, ce qui est quand même pas au-dessus des capacités d'accueil même de l'action sociale, des préfectures, etc. Or, sur ces 19 714, qui sont déjà pas très nombreux, donc par rapport aux 700 000 qui sont arrivés en Italie, on n'en a accueilli en France qu'un quart. Et donc les Italiens sont effectivement très fâchés de l'attitude française, surtout quand on a un ministre de l'Intérieur qui dit qu'en même temps c'est la submersion pour des chiffres qui restent malgré tout modestes. Et donc Emmanuel Macron a fabriqué en partie l'interlocuteur qu'il a face à lui maintenant à Rome, parce que les modérés ont été laminés par la situation créée. Donc la situation est très préoccupante en Italie et il faudra faire quelque chose. Alors ce qui se passe, c'est que tout le monde est tourné vers le sommet de fin juin, le sommet européen. La France a fait des propositions, Angela Merkel a répondu. Il y a des éléments pour dépasser disons le dispositif de relocalisation et même les règles de Dublin, avec dans les propositions allemandes une harmonisation des procédures d'asile, une agence européenne pour les réfugiés, une solidarité plus flexible pour la relocalisation, donc qui permettrait de contourner le blocage des pays de l'Est. Mais tout ça reste évidemment très, très incertain. François Bujon de l'Étang. Oui, l'épisode de l'Aquarius est un épisode désagréable et douloureux que personne ne peut considérer avec calme, parce que les bons sentiments, évidemment, vont à l'encontre de la réflexion politique et vice-versa. C'est un épisode qui se situe au point de convergence exact, presque parfait, entre les considérations humanitaires
et les considérations politiques. Ce sont deux logiques complètement différentes qu'il est toujours extraordinairement difficile de concilier, et ceci l'illustre tristement. L'Aquarius, en fait, est un révélateur. C'est comme ça qu'il faut, je crois, essayer de l'analyser par-delà les sentiments que l'on peut éprouver. C'est un révélateur d'abord de l'ampleur d'un phénomène d'immigration illégale qui va évidemment croître dans les années à venir et qui est encouragé, si j'ose dire, par l'attitude des pays de transit, l'anarchie qui existe en Libye, par exemple, et par les comportements criminalisés des passeurs. C'est un trafic, comme il y en a d'autres, malheureusement, mais il faut également voir cet aspect des choses. Mais sous l'effet de la poussée démographique en Afrique, sous l'effet de l'anarchie persistante dans les pays de transit, sous l'effet d'une criminalisation que l'on n'arrive pas à enrayer, tout ceci ne peut malheureusement que croître et embellir dans les années qui viennent. C'est un révélateur aussi de la désunion complète, pardon, j'enfonce une porte ouverte, mais des Européens dans le domaine de l'accueil des migrants. C'est exact qu'il n'y a aucune solidarité au sein de l'Union européenne entre les différents membres, on l'a vu, on le reconstate, et même entre les sœurs latines, nous l'avons vu avec les échanges d'aménités de la semaine dernière, et l'hypocrisie des uns et des autres. Mais c'est un révélateur aussi, je crois, du caractère absolument central de la question de l'immigration dans la survie de l'Union européenne. Et là-dessus, je crois qu'on ne peut qu'être d'accord pour constater que l'Europe fait face à une vague de populisme complète qui a déjà englouti un certain nombre de pays, les pays de l'Est, mais maintenant l'Italie, l'Autriche qui est menacée. Et cette vague est à la fois une vague anti-immigration et une vague anti-européenne. Et la conjonction de ces deux oppositions, évidemment, est absolument mortifère. Alors nous avons aujourd'hui une drôle d'Europe. Il y a au fond 3 zones sur l'immigration en Europe. Vous avez une zone qui a choisi de fermer hermétiquement ses frontières. C'est ce qu'on appelait le triangle de Visegrad, mais dans lequel il y a désormais 4 États. C'est donc plutôt un quadrilatère qu'un triangle, sur Orbán, les Polonais, etc. Vous avez toute une frange un peu sud, qui est l'Italie, l'Autriche du chancelier Kurz et la Bavière, la CSU, qui cause tant de problèmes à Mme Merkel en remettant complètement en cause la solidité du pilier conservateur au sein d'une coalition par elle-même fragile. Vous avez une espèce d'étrange carte qui est en train de se dessiner, dans laquelle il reste un certain nombre de pays occidentaux qui, eux, seraient davantage ouverts à l'immigration, ont des problèmes d'intégration toutefois, et sont amenés, eux aussi, à lutter contre une poussée populiste. Tout ceci m'amène à dire, Philippe, juste pour conclure, si vous permettez, que je me demande dans quelle mesure le président Macron, que je suis tout prêt à créditer de sentiments europhiles et d'une volonté d'essayer de relancer l'Europe, n'a pas fait fausse route en centrant ses projets de relance européenne sur les problèmes de survie ou de développement de la zone euro, alors que ce qui est central et ce qui menace véritablement l'Europe, et l'Europe qui protège, comme il veut le dire, c'est bien la question de l'immigration, sur laquelle il me semble que le renforcement des frontières extérieures de Schengen, l'installation d'un certain nombre de systèmes dans les pays de transit sont absolument cruciaux. Béatrice Gibelin. Oui, je pense que important de revenir sur l'impression qu'ont une grande partie des populations européennes que cette vague migratoire est énorme. Quand on donne les chiffres, effectivement, 629 personnes dans un bateau, ou même les 19 000 que la France aurait dû accueillir, si on ne les a pas tous accueillis, c'est qu'il y a un certain nombre qui n'ont pas voulu venir non plus, parce qu'ils préfèrent aller ailleurs, là où il y a déjà d'ailleurs, au fond, une forme de diaspora qui pourrait les aider à s'insérer. Donc ce n'est pas seulement qu'on n'a pas voulu les prendre, c'est qu'aussi ils n'ont pas voulu venir. Bien. Ceci étant, je crois qu'il faut aussi qu'on prenne en considération le fait qu'il y a une immigration continue, légale, oui, qui est importante. Il y a 220 000 personnes qui rentrent en France légalement chaque année. Et c'est cette impression d'arrivée continue, le droit de la famille qui a pris
j'allais dire, le pas sur le droit du travail. On vient rejoindre sa famille. On a le droit de vivre en famille. C'est toute une législation qui date des années 70 et qui est une législation positive. Il n'est pas question de la remettre en cause. Mais ce n'est pas tellement seulement ces arrivées médiatiques avec des images qui réveillent, c'est vrai, cette inquiétude d'une submersion, d'une invasion qui n'est pas, je suis bien d'accord avec vous, elle n'est pas. Mais les représentations qu'on en a, elles existent. Et c'est bien là qu'on doit essayer de travailler. On aura beau dire, mais l'Europe n'a pas, au fond, de droit de s'occuper de cette affaire-là. Ça reste une affaire nationale. Néanmoins, l'usage politique qui, en effet, a des effets extrêmement graves, je trouve, sur la situation. On est dans l'irrationalité. Jean-Luc Bourlange. Oui, moi je crois tout à fait, comme François Bujon de l'Étang, que le président Macron n'a pas centré son discours sur la relance de l'Europe sur le bon sujet. J'ai été un des seuls ardents défenseurs de l'Union européenne à exprimer un relatif scepticisme au moment du discours de la Sorbonne. Tout le monde me disait c'est formidable, etc. Bon, je trouvais que le mouvement était très bon, qu'il était très bon de rappeler à nos partenaires et notamment à nos amis allemands que nous étions décidés à aller de l'avant, mais je crois qu'il était à la fois téméraire de s'engager sur la volonté d'infléchir directement la politique économique de l'Allemagne et l'attitude de l'Allemagne sur la zone euro, alors même que nous peignons tant à mettre de l'ordre dans nos affaires budgétaires, dans nos dépenses publiques. Et deuxièmement, je pense que nous étions à la fois donc mieux placés sur le plan géopolitique et plus conformes à l'exigence du moment en mettant l'accent sur les questions régaliennes, c'est-à-dire la sécurité militaire d'abord, le défi posé par les Russes, les problèmes migratoires, le problème de Schengen, les problèmes d'intégration, ce que d'ailleurs Emmanuel Macron a fait dans son discours de Strasbourg, où il a souhaité que dans le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le budget de l'Europe pour les prochaines années, on ait des fonds assez importants qui seraient donnés aux communes, et c'est une très bonne idée de le dire par les communes, aux communes qui feraient de l'intégration. Donc tout ça, je crois que là nous étions crédibles parce que nous avons une armée, parce que nous sommes engagés au Mali et ailleurs, et parce que ça répondait à une nouvelle anxiété du côté allemand. Maintenant, sur le plan migratoire, quand je crois, donc, quels que soient les problèmes de procédure, il faut se poser le problème de fond. Et en réalité, on a bien trois attitudes possibles. La première, c'est celle des pays qui disent non. Et là, qui veulent s'affranchir des règles internationales. Et monsieur la Lega et Matteo Savimbi est dans cette situation, ils veulent s'affranchir de nos engagements internationaux. Et là, je crois que c'est quelque chose. Et donc, c'est pas la peine de dire qu'il n'y a pas de solidarité. Ils veulent simplement les foutre dehors, les maintenir à l'extérieur et se laver les mains de cette affaire-là. Il y a l'autre théorie, à l'inverse, qui a été celle de la Commission. On a fait à la Commission le procès de communautarisme. Il n'est pas justifié. En revanche, on peut lui faire le procès de ce que l'extrême droite appelle le remplacement. C'est-à-dire l'idée que face à la crise démographique européenne, ce sont des arrivées massives de travailleurs immigrés du sud de la planète qui permettront à l'Europe de tenir le coup. Et là, on voit, et c'était en fait à cette théorie qu'était adossée Mme Merkel quand elle a fait ses grandes déclarations. Et là, on bute sur quelque chose. Et donc, ce qu'il faut élaborer, c'est une troisième approche, et c'est là où la France peut jouer un rôle actif, où on assume solidairement nos engagements internationaux vis-à-vis des exilés, des réfugiés, et où en même temps, sur le plan de la migration économique, on imagine d'autres solutions qui passent par l'action sur place, le partage de la solidarité financière avec des États de la zone, et une action pacificatrice quand c'est nécessaire dans des zones troublées comme celle du Sahel. Donc je crois que si on ne dégage pas une troisième voie entre ces deux attitudes extrêmes, l'Europe se fracassera, et je crois que c'est à la France. La France est bien placée
pour tenter de faire émerger cette troisième voie, peut-être pas avec tout le monde, Merci. mais avec une bonne partie des États européens. Merci Jean-Louis. Nous allons nous intéresser, si vous voulez bien maintenant, au sommet entre les États-Unis et la Corée du Nord. Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés le 12 juin à Singapour afin de discuter d'une possible pacification de la péninsule coréenne, ponctuée, comme vous le savez, ces dernières années par de nombreuses tensions. Au terme de leur discussion, les deux dirigeants ont présenté un accord assez court, énonçant que la Corée du Nord devrait s'engager dans la voie de la dénucléarisation totale en échange de garanties de sécurité assurées par les États-Unis. Bien que le sommet ait été rapidement qualifié d'historique par une partie de la presse internationale, les avis restent mitigés quant à la réalité d'un véritable succès diplomatique. Le texte final de l'accord reste flou, il ne précise ni échéance ni calendrier du démantèlement annoncé, et il renvoie ces questions aux négociations que conduiront le secrétaire d'État Mike Pompeo et un haut responsable de Pyongyang, et qui s'annonce longue. Mike Pompeo a précisé que les sanctions imposées à la Corée du Nord pourraient être allégées au fur et à mesure de l'avancement des négociations, mais il a certifié à ses partenaires que ces sanctions resteraient en vigueur jusqu'à la dénucléarisation totale du pays. Les États-Unis se sont engagés à mettre un terme à tout exercice militaire conjoint avec la Corée du Sud, arguant que le processus de paix, je cite, ne pourrait se construire alors que de tels signes d'agressivité subsisteraient à la frontière coréenne. Le ministre de la Défense japonais a annoncé que le Japon maintiendrait les exercices militaires en coopération avec les États-Unis et que Tokyo continuerait à renforcer ses défenses dans l'éventualité d'un tir balistique nord-coréen. Le Japon, adepte d'une ligne dure contre Pyongyang, a été pris de court par le sommet Kim-Trump, alors que les autorités nippones cherchaient à organiser une rencontre entre le Premier ministre Shinzo Abe et Kim Jong-un ces derniers mois. La Chine est restée à l'écart du dossier nord-coréen et Xi Jinping semble avoir assisté en spectateur à un sommet qui risque de modifier en profondeur les rapports de force dans la région. Mike Pompeo s'est efforcé de rassurer ses alliés japonais et sud-coréens en rappelant que l'objectif de son pays est la dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord, formule qui ne figure pas dans le texte signé par les deux présidents. Aucune mention n'a été faite des questions liées aux violations des droits de l'homme, et pourtant fait observer Phil Robertson, le sous-directeur de Human Rights Watch en Asie, je cite, « Si Kim Jong-un a pu consacrer de telles ressources au développement de son arsenal militaire, il y a une raison. Il sait que le peuple n'osera pas s'y opposer. La peur du gouvernement est si généralisée que quoi que l'État veuille, il peut le faire. » Sur cette question, François Bujon de Letton. Oui, l'affaire des droits de l'homme, hélas, quand on connaît la Corée du Nord, est le cadet des soucis de Kim Jong-un, et c'est certainement pas le bon prisme à travers lequel analyser ce qui vient de se passer. Je crois qu'il y a des choses qu'on peut dire d'entrée de jeu. Philippe, vous avez utilisé ces mots d'ailleurs dans votre introduction. D'abord, ce sommet, cette rencontre entre Kim Jong-un et le président des États-Unis est un événement extraordinaire, on ne peut pas le nier. C'est la première fois qu'un leader nord-coréen sort de son isolement total pour réussir à avoir un tête-à-tête avec le président des États-Unis. Ça a été l'objectif de 3 générations de Kim. C'est le 3e qui y parvient. C'est un événement extraordinaire en soi. La seconde chose, vous avez utilisé, Philippe, sur le mode interrogatif, le terme de succès diplomatique. Ça dépend pour qui. Pour Kim Jong-un, c'est un formidable succès diplomatique. C'est une chose dont les Nord-Coréens rêvaient depuis effectivement 3 générations. Et je dois dire que moi qui ai passé 10 ou 15 ans de ma vie comme diplomate à traiter des problèmes de non-prolifération nucléaire, je n'avais encore jamais assisté au triomphe du proliférateur à ce point. Généralement, le proliférateur, on le met dans un coin de la classe avec un bonnet d'âne, on édicte des sanctions, on le met au banc de la communauté internationale. Là, on le reçoit, on le couvre d'éloges et M. Trump lui réserve un traitement de tapis rouge. Donc l'événement est tout à fait extraordinaire et le succès diplomatique pour les Nord-Coréens n'est pas niable. Pour les États-Unis, pour l'Occident, pour la communauté internationale, c'est une toute autre affaire. Et là, il y a 3 niveaux, je crois, auxquels il faut examiner cette affaire. Le premier, c'est que si vous vous contentez de regarder ce qu'ont été les succès concrets de ce sommet, vous êtes tenté de le considérer comme une mascarade. Parce qu'au-delà de tout ce qui s'est passé à Singapour et qui est le couronnement d'une invraisemblable saga qui dure depuis des mois et des mois et qui est passée par les tests nucléaires nord-coréens, par les tests balistiques, par les Jeux olympiques et tout ce que vous voudrez, vous avez un communiqué qui tient en 1 page, 5 paragraphes,
et dans laquelle il n'y a aucun des engagements que les États-Unis et la communauté internationale seraient prêts voir pris par la Corée du Nord. De même que quand on parle en échange de l'abandon par la Corée du Nord de ses armes, qui n'est pas inscrite dans le communiqué, à des garanties de sécurité occidentales données à la Corée du Nord, on ne les précise pas du tout non plus. Et quand on parle de dénucléarisation de la péninsule coréenne, on ne parle pas de la même chose. Pour les Américains, la dénucléarisation de la péninsule coréenne, ça veut dire que la Corée du Nord doit abandonner ses armements. Pour les Nord-Coréens, ça veut dire que les États-Unis doivent retirer leurs troupes de Corée du Sud, renoncer à la garantie qu'ils donnent, la garantie de sécurité qu'ils donnent à la Corée du Sud et au Japon, renoncer à organiser des exercices communs entre leur armée et celle de la Corée du Sud. Ça veut dire beaucoup, beaucoup plus que ce que les Américains entendent par l'expression. Donc, on a la tentation de dire, écoutez, c'est une mascarade et on nous fait prendre des vessies pour des lanternes. Si on regarde les choses de plus près, il faut bien considérer que c'est en réalité, ce n'est pas un événement isolé, ça se situe dans une longue trajectoire et le sommet de Singapour marque le début d'un processus. Parce que ce qui compte, ce n'est pas tellement les embrassades qui viennent d'avoir lieu à Singapour, c'est le développement d'une négociation diplomatique entre les Américains et les Nord-Coréens qui va porter sur tous ces sujets importants et qui va s'étaler sur un très long laps de temps. Il est sûr que cette affaire va prendre des années et qu'elle va donner lieu, bien entendu, à un parcours extraordinairement chaotique. Il y a déjà une très longue histoire et nous allons entrer dans un nouvel épisode qui va être le début d'une négociation à l'issue bien incertaine. Et au-delà de tout ça, le troisième niveau, si vous me permettez, au titre du temps égal avec mon voisin de droite... Ça, c'est impossible. Ça, c'est très imbécile de votre part. Pas du tout, je fais valoir les droits élémentaux de la personne humaine. Je voudrais dire qu'au-delà du mouvement, soit de dérision, soit au contraire d'examen soigneux du début d'une négociation, les lignes ont déjà commencé à bouger sur le thème de la sécurité du Pacifique du Nord-Ouest. Au Japon, on ne voit plus le monde sous le même angle depuis lors. En Chine, on s'apprête bien entendu à bénir le début du processus de négociation et à continuer de soutenir la Corée du Nord. Et la Russie cherche à rentrer dans le jeu. M. Lavrov a rencontré M. Kim Jong-un et transmis une invitation de M. Poutine à venir à Moscou. Donc le monde bouge déjà considérablement en Asie du Nord-Est. Afin que les interventions reviennent à des dimensions raisonnables, je tiens à rappeler qu'étant provisoirement le capitaine de ce navire, j'ai sur ses passagers les pouvoirs les plus considérables, y compris ceux de les faire précipiter dans l'eau qui coule à notre côté. Béatrice Gibelin. Bon, François a presque tout dit, mais on va réussir quand même à dire un certain nombre de choses pour animer le débat. Si tout ça prendra beaucoup de temps et dont l'issue est toute des plus incertaines, il n'en reste pas moins que pour le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un, c'est une incroyable réussite. Voilà. Pour lui, c'est vraiment... Il n'a peut-être pas été par hasard pendant 4 ans et demi en Suisse à voir un peu comment ça fonctionnait en Occident. Peut-être qu'il a eu quelques idées pour réussir cette opération. En revanche, mis ça à part, je suis d'accord avec tout ce qu'a pu dire François, il y a quelque chose qui est aussi très important pour la Corée du Sud. Cette affaire-là est pour les Coréens du Sud quelque chose qui est à la fois extrêmement positif tout en étant un peu inquiétant. C'est extrêmement positif, d'abord parce qu'il y a quand même nombre de familles qui étaient séparées de part et d'autre de cette ligne de fracture entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. C'est l'idée que le rapprochement va être possible. Certainement pas l'unification. C'est-à-dire que l'histoire de ce qui s'est passé pour l'Allemagne, je ne pense pas que les Coréens aient envie de la vivre, en se disant nous n'avons pas, nous, les moyens Corée du Sud, d'absorber le coût économique de cette situation. Et donc, on ne va pas vers une réunification, une fusion de la péninsule coréenne, mais assurément, la situation va considérablement changer pour eux sur ce plan-là. Ce qui risque de les inquiéter, c'est effectivement le retrait des États-Unis. Parce qu'ils ont une armée importante, c'est vrai, 700 000 d'un côté, 400 000 du côté sud et 700 000 du côté nord, mais néanmoins, leur assurance tient effectivement à la présence américaine. Donc l'inquiétude, la joie était incontestable, l'inquiétude est tout aussi incontestable. Marc-Olivier Pédis.
Oui, comme avec Béatrice, je représente la fraction laconique du nouvel esprit public. Je dirais, si l'accord... Ce qui ne veut pas dire spartiate. Ce sont des attaques indignes. Absolument. Indirect. Bien direct. Un accord vide, c'est à peu près le mieux de ce qu'on peut espérer de Trump. En fait, s'il n'y a rien dans l'accord, il faut s'en réjouir. Au moins, il fait le moins de choses possible, parce que la seule déclaration qu'il a faite est absolument calamiteuse pour les Coréens du Sud. C'est-à-dire de dire on arrête de façon unilatérale, il ne les a même pas prévenus, ces exercices militaires communs qui sont extrêmement importants pour la Corée du Sud. Et en plus, dans la conférence de presse, il a repris les éléments de langage de la Corée du Nord. C'est quand même spectaculaire, en disant c'est trop agressif, Philippe l'a dit, c'est trop provoquant. C'est exactement le terme utilisé par les Nord-Coréens. Donc je pense que la Corée du Sud, ils doivent être assez inquiets. En fait, on est un peu embarrassé toujours pour commenter Trump, parce qu'on ne sait pas s'il faut prendre au sérieux ses actions. C'est-à-dire, comme l'a dit François, est-ce que c'est une mascarade ou est-ce que c'est un stratège ? Il y a les deux lignes de réflexion qui se présentent dans le commentaire. C'est-à-dire, on voit bien le côté mascarade, le bouffon. Il n'a pas préparé du tout cette rencontre. Il dit, de toute façon, il suffit que je le voie une minute, je saurai quoi en penser. D'ailleurs, il se flatte de ne pas préparer. Il ne connaît pas les dossiers. Tout son entourage est complètement chaotique. Il est lui-même infantile comme personnalité. Il est nombriliste. Il se met en scène. Il n'assume pas du tout la contradiction avec ses interlocuteurs, comme on l'a vu au G7, où il est parti en signant l'accord final, puis en le dénonçant quelques heures après sous un prétexte. Et puis on voit aussi dans ce côté infantile sa rivalité avec Obama, parce que ce qui est derrière un peu cette mise en scène, c'est l'idée probablement qu'il aimerait aussi lui recevoir le prix Nobel de la paix. Donc avec le message, regardez, cet homme m'a insulté, je mets de côté mon ego, donc pour le bien de l'humanité, je vais au-delà de tout ça, donc je mérite bien un petit prix, etc. Bon, mais il y a d'autres analystes qui disent non, c'est un stratège, il sait exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire il fait ce qu'il a dit d'abord, il a dit qu'il quitterait l'accord nucléaire avec l'Iran, il le quitte, il a dit qu'il quitterait l'accord de Paris, il le quitte, qu'il ne veut pas, il y a une ligne quand même directrice, c'est qu'il ne veut pas que les États-Unis soient engagés dans les affaires internationales par des traités qui leur lient les mains et qui conduisent les États-Unis à prendre des responsabilités qu'ils ne veulent plus assumer aujourd'hui. Donc réaffirmer la puissance américaine, c'était son slogan, mais de manière unilatérale, ce qui est une ligne nationaliste, qui est à l'encontre de l'impérialisme américain, qui au contraire pense qu'il faut se mêler des affaires du monde pour les intérêts des États-Unis. Donc lui, c'est du nationalisme unilatéraliste avec un côté pro-business. Alors, est-ce que ça fait une ligne nouvelle ? Est-ce que c'est original ? Est-ce que ça en fait un stratège ? Néanmoins, je ne le crois pas, parce que d'abord, un homme politique qui cherche à flatter son électorat, c'est pas non plus d'une originalité folle. Donc, c'est quand même relativement simple comme analyse. Et puis, bon, sur sa stratégie de fond par rapport aux relations internationales, je ne pense pas qu'elle soit gagnante. Je pense que ce sont plutôt quelques obsessions qui lui font faire des coups ici ou là. Mais on ne voit pas une doctrine se mettre en place qui mériterait d'être appelée du Trumpisme. Jean-Louis Bourlange. Oui, je tiens à le dire que ce n'est pas parce que je suis d'accord avec François et avec nos autres amis que je ne dirai rien. Merci beaucoup. L'heure est venue de notre dernière séquence. Mais je voudrais faire 3 petites remarques. La première, c'est que je suis quand même consterné, c'est pour ça que je suis heureux de la réaction de chacun ici, je suis consterné par une grande partie de la réaction des commentateurs qui célèbrent le génie absolu de Trump. Il y a une Trumpomania maintenant qui est l'exact équivalent et contrepartie de la Trumpophobie il y a quelques mois et qui me paraît totalement injustifiée. Le sommet lui-même, je rappelle que c'est une revendication constante de la Corée du Nord que de voir son dirigeant avoir un tête-à-tête avec le président de la première puissance du monde et que jusqu'à présent, les États-Unis avaient toujours refusé en disant que ce n'était pas justifié par le comportement du dit dictateur et que ce n'était pas justifié il n'était pas nécessaire de mettre en avant et en valeur ce personnage tant qu'il n'aurait pas renoncé à un certain nombre de choses. Là, on a présenté ce tête-à-tête comme une espèce de victoire
de Trump, alors qu'il a simplement capitulé devant une revendication de toujours. Deuxièmement, quels sont les effets à court terme ? Les gens cherchent deux choses. Les Américains veulent amener les Coréens du Nord à renoncer à la prolifération. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit François. C'est les prospérités du vice et non pas et ce sera les infortunes de la vertu, parce qu'il n'y a aucun intérêt, après avoir gagné sur toute la ligne en transgressant, à renoncer à ce qui lui a permis de transgresser. En contrepartie, lui cherche la levée de l'embargo. Je ne sais pas s'il l'obtiendra, mais il est évident que le consensus en faveur de la levée de l'embargo est considérablement accru, parce que la Chine, la Russie, la Corée du Sud elle-même, qui est un temps engagée dans un processus un petit peu tel que celui de Brandt avait en Allemagne à l'époque de Honecker, et tout le monde va pousser à ce qu'on relâche les disciplines et à ce qu'on sorte de cette affaire-là. Et ayant dédiabolisé le dirigeant coréen, l'Amérique et les États-Unis seront en situation difficile de le faire. Troisièmement, je termine par là, il y a évidemment à long terme, et là aussi je suis d'accord avec ce qui a été dit notamment par François, il y a un effet tigre de papier, c'est-à-dire que de l'Amérique. Les États-Unis ont hurlé, ont injurié le dirigeant nord-coréen comme c'est pas possible. Ensuite, ils ont cédé. Eh bien, tout le monde en Asie va chercher à s'arranger sans les États-Unis, avec le nouveau rapport de force avec la Chine, avec la Corée du Nord. Tout le monde va chercher à s'arranger, et d'autant plus qu'au même moment, le message en Occident de M. Trump est de dire « mes alliés », que ce soit les Japonais, les Français, les Allemands, même les Britanniques, je n'en ai rien à faire, je m'affranchis des lignes de solidarité occidentale. Je crois que le bilan international et géopolitique de M. Trump sera infiniment plus catastrophique que le bilan mitigé de M. Obama. Je vous remercie. Cette fois-ci, l'heure des brèves a vraiment sonné. Je vais ouvrir cette dernière séquence en rappelant que nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui se demande cette semaine s'il faut trier les étudiants et qui donc se penche sur Parcoursup. Je ferai remarquer un article tout particulier sur la violence symbolique de l'attente, et Annabelle Allouche souligne que être en attente revient à faire l'expérience à 17 ou 18 ans d'une position où même les bonnes notes n'assurent qu'une prise limitée sur l'avenir, lequel est laissé au fonctionnement d'un système qui impose son rythme propre. C'est un article sur lequel, je crois, il y a lieu de méditer. Béatrice Gibelin. Oui, moi je voudrais parler de deux tout petits livres. L'un qui est de Tania de Montaigne, L'Assignation, avec un sous-titre « Les Noirs n'existent pas », Noir avec un N majuscule. Et c'est sa propre histoire, journaliste, elle a été journaliste à Canal+, elle est aussi écrivaine, et elle raconte comment elle a découvert, quand elle avait déjà 8 ou 9 ans, comment elle était assignée à ce qu'elle n'avait jamais perçu, le fait d'être noire avec un grand N. Et je pense que compte tenu de la situation actuelle et ce qui se passe partout en Europe, mais aussi chez nous, sur la façon dont on voit difficilement un certain nombre de nos concitoyens de nationalité française depuis très longtemps et parfois depuis plusieurs générations, toujours considérés comme ne l'étant pas, c'est un petit livre qu'il faut lire. J'y ajouterai un deuxième de Toni Morrison, qui sont des conférences qu'elle a données à Harvard aux États-Unis, L'origine des autres. Ça donne beaucoup à réfléchir. Marc-Olivier Badis. Oui, je voudrais recommander un livre d'Yves Trottignon sur la série télévisée que vous avez peut-être regardée, le Bureau des légendes. Il y a eu déjà plusieurs saisons. Donc, il s'appelle Politique du secret. C'est publié aux Presses universitaires de France, qui est une petite collection qui analyse les séries. Alors, ce livre d'Yves Trottignon est particulièrement intéressant, d'abord parce que c'est une très bonne série. La deuxième raison, c'est qu'Yves Trottignon est un historien et un analyste, mais qui est passé par les services de renseignement, donc il connaît de l'intérieur le sujet dont il parle. Et la troisième, c'est la thèse, c'est qu'il montre comment cette série télévisée a permis un basculement des représentations qui étaient extraordinairement stéréotypées de l'action du renseignement dans la littérature et le cinéma français. Et là, on a un tournant intéressant.
Jean-Louis Bourlange. Oui, je voudrais recommander un livre paru chez Payot, Les Sautes d'humour du général de Gaulle. C'est une collection des mots, des traits d'esprit du général de Gaulle, recueillis par Sabine Janssen. J'en donnerai très rapidement 3 exemples, parce que ce sont les facettes de la personnalité du général de Gaulle. La dérision, d'abord, on lui dit les obsèques, on lui parle de ses obsèques, il dit « j'entends qu'elles soient réduites au strict minimum ». L'interlocuteur lui pose la question « mais qu'entendez-vous par strict minimum ?» Réponse du général « moi ». La vacherie, après un discours de Michel Debré à la télévision, de Gaulle dit « il faudrait mettre le carré blanc, il risque de faire peur aux enfants ». Et la distance lucide, ça j'aime beaucoup celle-là, « je n'aime que ceux qui me résistent, malheureusement je ne les supporte pas ». François Bujon de l'Étang, qui avait travaillé au cabinet du général dans votre prime jeunesse, à la sortie de l'École nationale d'administration, dont vous fûtes major. Oui, mais ce n'est pas du général que je vais vous parler aujourd'hui. Moi, épuisé par l'actualité, j'aime de plus en plus ce qui ne vieillit pas. Donc je relis volontiers les auteurs classiques. Et dans la série, il faut relire les classiques. Et pour la concilier avec l'actualité, puisque nous allons parler de M. Erdogan et des élections turques incessamment, je vous recommande vivement le livre paru chez Bartilla, il y a déjà quelques années d'ailleurs, qui rassemble les chroniques que Théophile Gautier a écrites sur Constantinople pour la presse d'Émile de Girardin. Et si vous voulez mesurer à quel point, en un siècle de temps, la Constantinople ancienne n'a plus aucun rapport, ou presque, avec l'Istanbul moderne, il ne suffit pas de relire Pierre Loti avec notre président de la République. Il faut relire Théophile Gautier et ce magnifique livre d'articles sur Constantinople, retraçant un voyage qu'il a fait en 1852, qui est un véritable enchantement, ne fût-ce que pour la magie absolue de cette langue étincelante qui est celle de Théophile Gautier. Je vous remercie. Je voudrais ajouter avec l'esprit d'escalier à la recommandation qu'a fait Béatrice sur le livre de Tania de Montaigne, un livre ancien déjà de Bertrand Dical qui s'appelle Métis, qui décrit aussi cette situation extrêmement particulière et dont nous nous rendons rarement compte. Cette émission a été préparée avec Valentin Petit et Alicia Daucher. C'est Nicolas Tourneau qui tient le site, qui l'enrichit et qui l'anime. C'est aujourd'hui Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui produit l'émission. Nous allons maintenant passer à l'enregistrement, enfin à la séance d'échange avec le public qui sera enregistrée et diffusée non pas dimanche, mais mercredi, donc avec un délai de 3 jours. Merci beaucoup et à tout de suite pour la séance des questions avec le public. Quand tu veux, on relance l'indicatif. S'il y a des gens qui doivent répondre à un appel de la nature ou qui ont laissé chez eux un soufflet dans le four ou quelque chose de ce genre, profitez-en. Et